8 médecins spécialistes viennent d'abandonner. Le moniteur cardiaque est plat. Le bébé d'un milliardaire est déclaré mort. Et là, un garçon des rues, sale, affamé, rejeté de tous, entre de force. On se moque de lui, on veut le chasser. Mais il a vu quelque chose, un détail minuscule, un détail que personne n'a regardé. Au moment exact où tout le monde renonce, il fait un geste qui va bouleverser la vérité. Mais ce qu'il a découvert n'est rien comparé à l'unique faveur qu'il demandera ensuite au milliardaire. Une demande si simple qu'elle fera trembler tous les médecins. Le verdict est tombé. 8 médecins spécialistes, les meilleurs de leur domaine, ont fini par s'arrêter. Le moniteur cardiaque affiche une ligne droite longue, implacable. Mort clinique. Un nourrisson né dans le luxe, héritier d'un empire financier déclaré perdu. Et pourtant, à quelques rues de là, un enfant que personne ne regarde avance lentement. Il a 10 ans. On l'appelle Mathieu. Il traîne derrière lui un grand sac râpé, presque plus grand que lui. À l'intérieur, des bouteilles en plastique, des restes sans valeur pour les autres. Mais pour lui, chaque pièce ramassée signifie un repas. Le soleil écrase le sol comme une braise. L'air brûle la peau. Mathieu n'y prête aucune attention. Son t-shirt, autrefois clair, est maintenant sombre de sueur et de poussière. Ses sandales fines claquent doucement contre le trottoir impeccable d'un quartier d'affaires où tout brille. Mathieu n'a ni parents ni enfance ordinaire. Il vit dans une cabane fragile près des rails avec son grand-père Gabriel, lui aussi oublié du monde. Depuis toujours, la vie de Mathieu n'est pas une question de rêve, c'est une question de tenir jusqu'au soir. Mais malgré la misère, il possède quelque chose de rare. Un regard attentif, une honnêteté solide, silencieuse. Ce matin-là, en se penchant pour ramasser une canette près d'une grande poubelle élégante, ses yeux s'arrêtent. Un détail qui n'a rien à faire là. Entre deux plantes soigneusement taillées, un objet sombre repose au sol. Il s'approche. Un portefeuille épais, lourd. Ses doigts tremblent. La peur monte. Être accusé, être chassé. Il l'ouvre à peine, juste pour chercher un nom. Et son souffle se coupe. Des billets empilés, des cartes dorées et une carte sobre, nette. Alexandre Dubois, directeur général. Ce visage, Mathieu l'a déjà vu sur un journal froissé ramassé un jour parmi les déchets. Un homme immensément riche. Un homme qui ne remarquerait peut-être même pas cette perte. Mathieu referme le portefeuille. Son ventre crie famine, mais sa conscience parle plus fort. Il change de direction. Au loin, un grand immeuble de verre. Il s'en approche. Mais devant l'entrée, un petit attroupement. Un agent de sécurité parle au téléphone, la voix tendue. Des mots glissent jusqu'aux oreilles de Mathieu. Urgence. Hôpital. Son enfant. Il regarde le portefeuille dans sa main, puis la direction indiquée. Il imagine perdre quelque chose d'important au moment où tout s'effondre. Sans réfléchir davantage, il remet son sac sur l'épaule et il marche longtemps. Chaque pas est lourd. Pas à cause du sac, mais à cause de l'inquiétude pour un inconnu. Mathieu n'est personne. Un enfant qu'on repousse, un garçon qu'on ignore. Mais aujourd'hui, il transporte quelque chose de vital. Enfin, il arrive. Le bâtiment est immense, froid, de verre et de silence. Les portes automatiques s'ouvrent devant lui. L'air glacé le frappe. À l'intérieur, tout est blanc, trop propre, trop calme. Tout en haut, dans l'aile réservée aux puissants, Alexandre Dubois se tient droit devant une immense fenêtre. Son regard est vide. Derrière lui, Valérie est assise, le visage ravagé par les larmes, le maquillage effacé par la douleur. Et au centre de la pièce, un incubateur, des machines, des bips faibles, un bébé immobile. Pendant que les adultes renoncent, pendant que la science se tait, un enfant invisible s'apprête à voir ce que tous ont manqué. Le bébé a 5 mois. Son corps minuscule repose immobile, la peau pâle, presque translucide comme de la porcelaine prête à se briser. Sa respiration est courte, hachée, forcée par des machines qui cliquettent sans relâche. Des sons réguliers et pourtant menaçants. Alexandre Dubois serre les dents. Pourquoi rien ne change, docteur? Sa voix est grave, éraillée, vidée par des heures sans sommeil. Devant lui, 8 médecins spécialistes, blouse blanche impeccable, regard lourd. Le plus âgé ajuste lentement ses lunettes dorées. Un geste mesuré, presque résigné. Nous avons administré la dose maximale autorisée. Médicalement, le cœur bat encore, mais l'oxygène dans le cerveau chute sans raison évidente. Les examens montrent une obstruction interne des voies respiratoires, mais aucun corps étranger visible. Nous soupçonnons une anomalie extrêmement rare, une masse apparue brutalement. Les poings d'Alexandre se ferment. Tout son argent, ses immeubles, son pouvoir.
À cet instant, tout cela n'est rien de plus qu'un tas de papiers inutiles. Il pourrait acheter cet hôpital, mais il ne peut pas acheter une seule respiration pour son fils. Derrière la vitre, leur vie luxueuse s'est effondrée. Les réunions, les soirées, les certitudes, tout a été remplacé par le bip froid des machines. Pendant qu'en haut le temps s'épuise, en bas dans le hall, Mathieu fait face à un agent de sécurité. « Je veux juste rendre ceci. Ça appartient à Alexandre Dubois. » Sa voix est calme, ferme. Il sort la carte du portefeuille. Le regard du garde glisse sur lui. Des pieds sales au visage, marqués par la rue. Un enfant comme lui n'a rien à faire ici. D'où vient ce portefeuille? Mathieu n'ose pas le ton. Je l'ai trouvé sur le trottoir. Je sais qu'il est ici. Il est habitué aux accusations, aux soupçons, à ne pas être cru. Pour lui, c'est la normalité d'un pauvre. Mais cette fois, quelque chose est différent. Depuis toujours, Mathieu observe ce que les autres ignorent, les détails, les anomalies. Son instinct lui souffle que ce voyage n'est pas qu'une histoire de portefeuille. À cet instant précis, là-haut, tout bascule. Une alarme hurle, les écrans deviennent rouges, les chiffres s'emballent, les médecins se précipitent autour de l'incubateur. Geste rapide, urgence répétée. Valérie crie le prénom de son enfant. Un cri brut, déchirant. Et au même moment, le garde détourne les yeux, distrait par un appel radio. Mathieu passe. Il ne sait pas où aller. Puis il voit un panneau. Il court, essoufflé, le sac sur l'épaule, l'odeur du soleil et de la rue derrière lui. Le destin l'aspire. Les portes de l'ascenseur se referment. Là-haut, une vérité attend. Une vérité que 8 médecins brillants n'ont pas su voir. Le dingue discret de l'ascenseur. Les portes s'ouvrent. Mathieu avance. Ses sandales marquent le marbre brillant. L'odeur est violente. Médicaments, parfums chers, peur mêlée. Au bout du couloir, des infirmiers courent, des bouteilles d'oxygène roulent, des pleurs traversent le verlier. Mathieu avance. Le bruit sec des bouteilles dans son sac résonne. Il s'arrête devant la porte vitrée. À l'intérieur, le chaos. Les médecins s'affairent autour d'un bébé qui bleuit. Alexandre est livide. Valérie tremble, soutenue par une infirmière. Mathieu ouvre la bouche. « Pardon, je voulais rendre ça. » Sa voix se perd dans la panique. Ses yeux rougis croisent l'image d'un enfant sale au seuil d'une zone stérile. Toute sa douleur, toute sa peur, toute sa colère explose au mauvais endroit. « Qui es-tu? Comment un enfant aussi sale a pu entrer ici ?» La voix de Valérie tranche l'air comme une lame aiguë, chargée de nerfs, de peur. Elle désigne Mathieu du doigt. Une infirmière. « Pourquoi ce mendiant est dans la salle de soins de mon enfant? Il pue, il apporte des microbes. » Ses yeux cernés tombent sur Mathieu. Un regard froid, épuisé. « Pars, petit. Ce n'est pas un terrain de jeu. Nous sommes en train de perdre notre enfant. » La voix est contrôlée, mais la pression est écrasante. Mathieu ne recule pas. Il plonge la main dans la poche déchirée de son pantalon et sort le grand portefeuille noir. « Je ne demande rien, monsieur. Je l'ai trouvé ce matin près de votre bureau. Je suis venu seulement pour vous le rendre. » Un silence. Alexandre reste figé une seconde, mais Valérie s'avance déjà. Elle arrache le portefeuille des mains de Mathieu. Un geste brutal. « Tu as sûrement volé ce qu'il y avait dedans. Ou tu nous as suivis pour nous faire chanter, hein ?» Un rire sec, méprisant. « Regarde-toi, un fouilleur de poubelle qui joue les honnêtes. Sors d'ici maintenant avant que j'appelle la police. » Les médecins jettent des regards agacés. L'un d'eux parle sans même se retourner. « Faites sortir cet enfant. La situation est critique. Il n'est pas stérile. Il met le bébé en danger. » Ces mots frappent plus fort que des gifles. Mathieu sent sa poitrine se serrer. Pas à cause des cris, mais à cause de l'injustice. Il a marché des kilomètres, le ventre vide pour être honnête. Et on inspecte maintenant le portefeuille comme s'il était contaminé par ses mains, comme si sa pauvreté était une maladie. Mais au milieu de cette humiliation, ses yeux se lèvent vers l'incubateur et là il voit quelque chose. Un mouvement étrange dans la gorge du bébé. Un tiraillement anormal, précis, localisé. Pas une détresse classique, pas une faiblesse générale. Quelque chose bloque. Mathieu avale sa salive. « Monsieur, ce bébé, ce n'est pas une tumeur. » Sa voix tremble, mais il parle. 2 secondes. Le silence, puis les rires éclatent. « Tu sais quoi toi de la médecine, sale gosse? Des années d'études, des machines valant des fortunes. Et toi, un enfant qui ramasse des déchets, tu oses nous corriger ?» Valérie le pousse violemment. « Ne montre plus jamais ta tête ici.
Tu portes malheur à mon enfant. » Son sac s'ouvre. Les bouteilles en plastique roulent sur le marbre brillant. Le contraste est cruel. Sous les regards chargés de dégoût, il sent se briser. Il a fait ce qu'il fallait et le monde l'écrase. À l'intérieur, les chiffres chutent. Le rythme cardiaque ralentit. La ligne approche. Mathieu reste assis sur le sol froid, encerclé par ses bouteilles vides. Ses joues brûlent, pas du soleil, de honte. Des larmes brouillent sa vue. Il regarde ses mains noircies par la rue. Puis à travers l'entrebâillement de la porte, Valérie, son regard comme s'il était un virus. Son cœur hurle. Il voudrait crier qu'il n'est pas un voleur, qu'il n'a rien pris, qu'il a marché affamé par honnêteté. Mais aucun son ne sort. Pourquoi les adultes ne croient-ils jamais la vérité quand elle vient d'un pauvre? Pourquoi la sincérité a-t-elle besoin d'un costume? Sa tristesse se transforme lentement en pitié pour le bébé, ce petit corps qui lutte. Les mots de Gabriel résonnent en lui. Nous n'avons peut-être rien, mais nous avons un cœur. Ne laisse jamais la colère des autres éteindre le tien. Je n'ai pas menti. Il essuie ses larmes d'un revers de main. Ce bébé ne manque pas d'air par hasard. À l'intérieur, la panique explose. Le bip change. L'alarme continue. La ligne s'aplatit. Alexandre s'effondre à genoux. Son visage disparaît dans ses mains. Un cri brisé, animal. Les médecins commencent les compressions. Un corps minuscule entre leurs mains. Et juste derrière la porte, un enfant rejeté détient une vérité que personne ne veut entendre. Les visages se ferment, la sueur perle sur les fronts. Encore, augmenter l'adrénaline. La voix du médecin seigneur claque, nerveuse. Mais déjà son assistant secoue la tête. Aucune réponse, docteur. Le rythme a disparu. À l'extérieur, Mathieu sent son cœur se serrer violemment. Une peur brute, instinctive. Pas pour lui, pour ce bébé. Pas une colère. Contre les insultes, non, une colère contre cette vérité qu'on refuse d'écouter simplement parce qu'elle vient d'en bas. Il voit la porte entr'ouverte. Une infirmière est partie en courant, laissant derrière elle un passage interdit. Ses jambes tremblent. Sa main glisse vers la poche de son sac, un petit flacon cabossé, presque vide. L'huile que son grand-père Gabriel lui applique quand la poussière lui coupe le souffle. Son seul remède. Ne meurs pas, petit frère. Sa voix n'est qu'un souffle. S'il entre, on l'arrêtera. S'il reste là, l'enfant mourra. Le conflit déchire sa poitrine. Et pourtant, quelque chose l'attire. Une force silencieuse, comme si abandonner était impossible. Elle le voit encore là. Pourquoi tu ne pars pas? Tu veux le voir mourir pour être satisfait? Ces mots frappent Mathieu en plein cœur. Il ne veut la mort de personne. Il veut sauver. À cet instant, Alexandre Dubois relève la tête. Ses yeux rouges croisent ceux de Mathieu et pour la première fois, il ne voit pas un enfant sale. Il voit une inquiétude vraie, pure. Une inquiétude qu'il ne lit sur aucun visage autour de lui. Dans la salle, le cauchemar continue. Le signal devient continu. La ligne est plate. Les médecins reculent lentement. Un regard, un hochement de tête. C'est fini. L'un d'eux tend la main vers le drap blanc. Alors Alexandre se lève. Il avance. Tout le monde pense qu'il va chasser l'enfant ou appeler la sécurité, mais il s'arrête juste devant Mathieu, tout près. Tout à l'heure, tu as dit que ce n'était pas une tumeur. Sa voix est basse, presque cassée. Mathieu lève les yeux. Il n'y a plus de peur. Seulement de la sincérité. Oui, monsieur. Quand il luttait pour respirer, il y avait quelque chose là, sous l'oreille droite. Ça bougeait pas comme une maladie, comme quelque chose de coincé. Mensonge, interrompt le médecin senior. Nous avons fait tous les examens possibles. Rien n'apparaît. Seulement un gonflement que nous avons identifié comme une masse agressive. Ne l'écoutez pas. Alexandre explose. Vos machines disent que mon fils est mort. Sa voix tremble. Puis il se tourne vers Mathieu. Qu'est-ce que tu peux faire et pourquoi es-tu si sûr? Mathieu sort le petit flacon usé. L'odeur est forte. Mon grand-père dit toujours, nos yeux se laissent tromper par les grandes choses et oublient les petites. Quand je trie les déchets, je dois voir ce que personne ne regarde. Ce bébé, il n'étouffait pas à cause d'une maladie. Il essayait de faire sortir quelque chose. Valérie ne parle plus. La fierté est tombée. Il ne reste que la peur. L'espoir, cet étrange miracle, n'est parfois là où personne ne le cherche. Laisse-le entrer. La voix d'Alexandre est ferme. Un choc. C'est insensé. La salle est stérile. Mais Alexandre ne détourne pas le regard. S'il y a une chance, même infime, alors je la prends.
Le silence se fige. Les médecins protestent. Il est sale, c'est irresponsable. Alexandre Dubois les fixe un à un. Son regard est dur, tranchant. Pourquoi faire pour un bébé que vous avez déjà déclaré mort? Un silence lourd. Vous avez dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Alors laissez-le entrer. S'il se trompe, ça ne change rien. Mais s'il a raison, il saisit la main de Mathieu et il le fait passer. Pour la première fois, le seuil de cette salle s'ouvre à un enfant comme lui. Les sandales de Mathieu touchent le sol stérile. Un bruit presque indécent. Valérie le regarde, haine, honte et un infime espoir qu'elle n'ose même pas reconnaître. Mathieu avance vers l'incubateur. Les 8 médecins forment un cercle, bras croisés, visage fermé. Ils attendent son échec. Sous la lumière crue, le bébé est pâle. Mais Mathieu ne voit pas la mort, il voit une énigme. L'incubateur est ouvert. Le froid mord ses doigts rugueux. Des murmures montent. C'est une insulte à notre profession. S'il y a contamination, nous ne serons pas responsables. La voix d'Alexandre claque. Ses yeux ne quittent pas Mathieu. Valérie fait un pas, tu es devenu fou. Il va toucher le corps de notre enfant. Regarde-le. Il est couvert de poussière. Elle tente de tirer le bras de son mari. Alexandre ne bouge pas, immobile comme une digue. Mathieu n'entend plus rien. Son monde se résume au cou du bébé. Il ouvre son petit flacon. L'odeur est forte, plus forte que l'alcool médical. Un médecin senior s'avance et lui attrape le poignet. Stop! Tu ne peux pas appliquer ça. C'est inutile. Le moniteur est plat depuis 4 minutes. Cliniquement, c'est terminé. La voix de Mathieu est calme. Vous regardez les écrans, moi je regarde l'enfant. Alexandre écarte la main du médecin. Laisse-le faire. Quoi qu'il arrive, j'assume. Les doigts de Mathieu tremblent. Pas de peur, d'émotion. Il met un peu d'huile sur le bout de son doigt. Pas sur la poitrine, mais sous la mâchoire droite. Les médecins ricanent. Il se prend pour un guérisseur. De l'huile pour ressusciter un mort. Valérie ferme les yeux. C'est le fond, le point où tout espoir devient humiliation. L'air semble manquer. 2 mondes s'affrontent. La science sûre d'elle, un père désespéré et l'instinct silencieux d'un enfant pauvre. Il tourne encore, et là il sent quelque chose. Dur, petit, un objet caché sous les replis du cou derrière le gonflement que tous ont pris pour une tumeur. C'est là. Il continue. Le moniteur ne bouge pas. Le son résonne encore. Les médecins regardent leur montre. Le temps officiel de la mort approche. L'espoir dans les yeux d'Alexandre vacille. Dans ce monde, c'est la frontière. Au-delà, le retour est impossible. Le silence devient insoutenable et pourtant les doigts de Mathieu n'ont pas lâché. Le médecin senior s'avance enfin. Il pose une main lourde sur l'épaule d'Alexandre Dubois. Son visage se veut compatissant, mais son regard dit autre chose. La certitude froide d'avoir eu raison depuis le début. Assez, Alexandre. Arrêtons cette mascarade. Cet enfant est en train de profaner le corps de votre fils. Sa voix est basse, tranchante. Aucune réaction. Des gestes sans fondement. Rien ne défie les lois de la nature. Le bébé n'est plus là. Le cri de Valérie déchire la pièce. Un cri brut, animal. Elle s'effondre au sol, frappant le marbre de ses poings. C'est bon, tu es satisfait maintenant. Sa voix est noyée de haine et de désespoir. Tu as souillé les derniers instants de mon enfant avec tes mains sales. Sors d'ici, emporte tes déchets. Alexandre lâche le rebord de l'incubateur. Ses épaules s'affaissent. La lumière quitte ses yeux. Il regarde Mathieu. Un regard vide, plus douloureux qu'une insulte. J'ai été stupide de croire à un miracle. Merci d'avoir essayé, mais c'est trop tard. Mathieu ne bouge pas. Ses doigts sont encore posés sur le cou du bébé. Autour de lui, tout se referme. Les médecins rangent leurs instruments. Certains murmurent, des regards satisfaits. On vous l'avait dit. Une infirmière s'avance avec un long drap blanc. Le monde de Mathieu s'écroule. Pas pour de l'argent, pas pour l'humiliation, mais parce qu'il a l'impression d'avoir échoué face à ce petit être. Son flacon est tombé. L'huile s'écoule lentement sur le sol comme son espoir. Je suis désolé, petit frère. Sa voix est presque inaudible. Une larme tombe sur la joue pâle du bébé. À cet instant, il a l'impression que l'univers entier se moque de lui, que la bonté n'est qu'une blague pour les puissants et les savants. La sécurité s'approche. Des mains ferment la trappe. Le bébé est immobile, silencieux, sous la lumière cruelle. Plus de bip, plus d'efforts. Seulement les sanglots de Valérie et les pas lourds qui viennent pour le chasser.
Mathieu ferme les yeux. Il se prépare à retourner la Doue, il vient avec une blessure qui ne guérira jamais. Allez. La main du garde serre son bras. Un pas en arrière et soudain, quelque chose d'infime, un frémissement. Pas une respiration, une vibration. Juste là, dans le muscle du cou, à l'endroit précis où ses doigts étaient posés. Le temps se brise. Dans cette fraction de seconde, Mathieu choisit. Il se dégage d'un coup sec. Une force impossible pour un corps si frêle. Il ne fuit pas, il fonce. Arrêtez-le. Que fait-il? Les cris éclatent. Mathieu attrape le bébé, le soulève. La salle explose. Pose mon enfant. Tu veux l'enlever? Alexandre la retient, pétrifié. Mathieu bascule le corps minuscule sur son bras gauche, la tête plus basse que la poitrine, comme son grand-père, comme avec les petits animaux étouffés. Sa main droite tremble puis frappe. Une fois, 2 fois, 3 fois. Des claquements secs. Vous allez le tuer. Un jeune médecin s'avance, mais Alexandre lève les bras. Il bloque le passage. Son regard est fou. Un silence suspendu. Un enfant rejeté vient de défier la mort elle-même. Laissez-le faire. La voix d'Alexandre Dubois, ton grave, autoritaire. Elle fait vibrer les murs. Il fixe Mathieu. Dans ses yeux, il reconnaît quelque chose. La même détresse que la sienne, mais mêlée à un courage que personne d'autre ici n'ose porter. Mathieu frappe une 4e fois, puis il revient au point précis, sous l'oreille, là où tout a commencé. Il presse, il ajuste et d'un geste court, net, il donne une impulsion au niveau du thorax. Il ne le fait pas comme un médecin, il le fait comme un enfant de la rue, comme quelqu'un qui a vu son grand-père sauver des vies sans diplôme, juste avec des yeux ouverts et des mains sûres. Il parie tout. Que ce bébé n'est pas mort, qu'on lui vole simplement son souffle. Les 8 médecins sont figés, pâles. S'il se trompe, c'est un scandale, une profanation. S'il a raison, tout s'écroule. La réputation, l'orgueil, les certitudes. Tout repose sur un enfant pieds nus. Valérie se couvre le visage. Elle ne peut plus regarder. Le temps se fige. Seule l'aiguille de l'horloge avance. Un tic, un tac. La sueur coule sur son front. Ses yeux sont fermés. Il ne lutte plus contre les gens. Il lutte contre la mort. Et soudain, un son infime mais réel. Un bruit sec, étouffé comme un choc dans le silence. Mathieu frappe une dernière fois, et alors? Un objet jaillit. Il rebondit sur le marbre dans un tintement clair, petit, brillant, rouge. Un simple élément de plastique, une perle ronde arrachée à un jouet suspendu. Une seconde. Puis le cri. Fort, puissant, vivant. Le bébé hurle. Les poumons se remplissent. L'air revient. Le moniteur explose de chiffres. Le 0 disparaît. Les lignes se redressent. La vie reprend sa place. Les courbes vertes palpitent à nouveau. Un souffle traverse la pièce. Le bébé n'était pas malade. Il s'étouffait. Depuis le début, dans le hall plus tôt, Mathieu avait vu un jouet cassé, un détail minuscule, une perle manquante. Et plus tard, ce gonflement étrange, mal placé, trop précis. Les machines cherchaient une maladie, lui cherchaient un objet. L'huile n'était pas un remède miracle, juste un moyen de détendre la peau, de libérer ce qui bloquait. Les médecins restent immobiles. Leurs visages blanchissent. Leur erreur a failli tuer un enfant. Valérie s'effondre, mais cette fois ce n'est pas de douleur. Elle rampe vers son bébé, elle pleure, elle embrasse ses pieds rosés. Il respire, il est vivant. Alexandre Dubois s'approche de l'incubateur. Ses jambes tremblent. Puis il se tourne vers Mathieu. Il ne parle pas tout de suite et devant tout le monde, il incline la tête profondément. « Pardonne-moi. J'avais tout et je ne voyais rien. Ta vérité, je l'ai piétinée. Tes mains, je les ai méprisées. Et pourtant, ce sont elles qui ont sauvé. Ce que j'ai de plus précieux. » Mathieu reste silencieux. Il ramasse son petit flacon vide. Aucun triomphe, aucune fierté, juste un souffle de soulagement. Pour lui, voir ce bébé ouvrir les yeux suffit. Il ignore encore que cette nuit, il est passé de l'ombre à la légende et que plus rien ne sera jamais comme avant. Le silence retombe, lourd. Les 8 médecins, ceux qui quelques minutes plus tôt parlaient avec arrogance, baissent la tête. Un à un. Ils quittent la pièce sans un mot. La honte pèse plus lourd que leur diplôme. Ils viennent d'apprendre une leçon amère. Les titres, les machines, les certitudes peuvent échouer. Mais la sincérité et l'attention d'un enfant oublié peuvent sauver une vie. Valérie s'approche de Mathieu. Ses yeux sont encore gonflés. Sa voix tremble. Elle retire lentement sa montre en or. Un bijou lourd, précieux. Prends-la, s'il te plaît,
pour me pardonner. Tu as été un ange pour mon fils et moi je t'ai humilié. Mathieu secoue doucement la tête. Ses mains restent le long de son corps. Calme. Je n'ai pas besoin de ça, madame. Je voulais seulement rendre le portefeuille. Mon grand-père dit toujours, quand on aide quelqu'un, il ne faut pas tendre la main pour recevoir. Alexandre Dubois reste figé. Ces mots le frappent plus fort que tout ce qu'il a entendu aujourd'hui. Il s'avance et s'agenouille à hauteur de l'enfant. Il pose ses mains sur les épaules de Mathieu, encore tiède du soleil. Tu m'as rendu mon argent et tu as rendu la vie à mon fils. Maintenant, laisse-moi faire quelque chose pour toi. Dis-moi, qu'est-ce que tu désires le plus au monde? Il pense à Gabriel, vieux, fatigué. Il pense aux enfants en uniforme qu'il regarde passer sans jamais les rejoindre. Je veux aller à l'école, monsieur. Je veux apprendre à lire pour ne pas seulement trier les déchets, mais comprendre le monde. La voix se brise. Alexandre pleure. Pas de tristesse, de reconnaissance. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus à fouiller les trottoirs. Tu iras à l'école, la meilleure. Ton grand-père vivra dignement et tu ne seras plus jamais seul. Mathieu, tu fais partie de cette famille. L'histoire se répand partout, pas comme un conte de richesse, mais comme un exemple, celui d'un enfant sans diplôme qui a rappelé au monde ce que signifie être humain. Les années passent. Il n'oublie jamais d'où il vient. Sur son bureau, au milieu des livres, repose toujours un petit flacon vide, usé, rayé, un souvenir. Le jour où la vérité a vaincu l'orgueil, le jour où un regard attentif a sauvé une vie. Ne juge jamais un être à ses vêtements, ni à sa place dans la société. L'argent peut acheter les médicaments les plus chers, mais la compassion, elle ne s'achète pas. Parfois, la solution au plus grand drame vient de ceux qu'on a appris à ne pas voir. Ce jour-là, le monde a appris une chose simple. Les mains sales de travail sont toujours plus nobles que les mains propres qui méprisent. Chers spectateurs, quelle leçon tirez-vous de ce récit dramatique? Nous serions ravis de lire vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette histoire, mettez un pouce en l'air, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Merci de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse.